Regardez le micro bien près. Ah oui, d'accord. Et donc, voilà. Ensuite, on a constaté la montée des eaux. Nous, on est bien placés pour se rendre compte de tout ça. On a des repères, on voit que ça monte. Et c'est vrai, ça monte. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques là-dessus. Nous on le voit. Et puis l'île consomme beaucoup de fioul pour son électricité. Alors là, c'est 100% fuel. Il y a 3 groupes électrogènes qui mangent de l'électricité. Et donc nous, en 2008, on a pris conscience de la quantité de la montée des eaux et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau? Et en 2008, quand le conseil municipal, le lendemain de l'élection du conseil municipal, il y a eu une grosse tempête. Et là, on a eu nos digues et nos quais qui ont souffert. D'ailleurs, il y a une entreprise qui est là-bas depuis 3 ans en train de rénover, en train de refaire des digues neuves. Donc, ça avait été puissant. Et on s'était dit, à notre niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? La montée des eaux, c'est le CO2 dans l'atmosphère. Nous, on brûle du fuel à 100%. À notre niveau, et voilà. Et l'idée est partie de là. On a voulu faire, on a fait une proposition d'abord de faire du photovoltaïque. Et là, EDF nous en a empêché. Il nous a dit non, bref, comme d'habitude. Donc voilà. Au départ, à l'île de Sein, déjà en 85, on a voulu mettre une éolienne. Bon, ça n'a pas suffi. En 98, il y a eu une étude de fait qui disait qu'on pouvait faire 50% de renouvelables et faire 350 000 francs d'économie à l'époque. Là, il y a eu d'autres études depuis, et puis du blablabla, et puis ça n'avançait pas. Et là, donc, là, IDSE, c'est pour faire quoi, en fait? IDSE, c'est pour essayer c'est pour faire 100% renouvelable sur l'île de Sein. Et on sait que c'est possible. On brûle pour 450 000 € de fuel, c'est-à-dire que l'État verse à EDF cet argent pour brûler du fuel pour faire notre énergie. Et nous, avec les scientifiques et puis l'ENS qui travaille avec nous, on sait très bien qu'on peut faire du 100% renouvelable avec un mix énergétique. Et on s'est dit que au lieu que l'État verse 450 000 € à EDF pour brûler du fuel, nous, avec les 450 000 € là, on ferait du 100% renouvelable et on le ferait pour moins cher et on le ferait pour plus propre. Alors, de renouvelable, quel type de renouvelable? Parce qu'il y en a plusieurs. Eh bien, un mix tout simplement. D'abord, si on a fait si on a fait ça, c'est que on veut faire localement. C'est-à-dire, on va commencer par isoler les maisons. Faire du solaire, parce que du soleil, on en a, faire, pourquoi pas, une éolienne, mais aussi, évidemment, on pense à l'hydrolien. On a une petite entreprise qui veut faire du petit hydrolien. Bon, il ne s'est pas encore présenté, mais on sait que ça existe. Et donc, disons que notre projet, il est très fiable, moins cher et plus propre. Vous avez les chiffres, je ne vais pas vous les demander là, mais enfin, vous avez fait des études. Écoutez, on ne va pas faire des études, on n'est pas riche comme EDF à faire des études de toutes sortes, à distribuer des ampoules, des ampoules gratuites à la population, comme ils ont fait il y a 1 an et demi. Vous leur en voulez à EDF, hein? Oui, j'en veux à EDF. Oui, je suis obligé d'en vouloir à EDF. Et pourquoi obligé? Je suis obligé. Parce que depuis qu'on a créé notre société, on nous embête de tous les côtés. On nous harcèle. Par exemple, les petits actionnaires de l'île de Sein qui ont mis de l'argent dans notre société, eh bien, la gendarmerie les a embêtés téléphoniquement pendant 1 année
pour les harceler, pour les déstabiliser, et pour qu'on ne réussisse pas notre projet. C'est-à-dire, il leur demandait quoi, la gendarmerie? Eh ben, il leur disait qu'on n'était pas fiable, qu'on était une entreprise patati patata, enfin bref, toutes sortes de choses comme ça. Et donc, ils voulaient déstabiliser notre entreprise. Alors, vous avez un directeur au sein de la société qui est quelqu'un d'expérimenté. Oui, tout à fait. Oui, qui devrait être là ce soir. Il ne pouvait pas être parmi nous, et c'est on Patrick tente Sautier. de le remplacer. Oui. Qui aurait été un meilleur orateur que moi. Et alors, Patrick Sautier, vous pouvez peut-être nous présenter en quelques mots, dire ce qu'il a fait, parce qu'il ne part pas de rien. Hein, Ouais, il a créé un parc éolien à Plélan-le-Grand. Qui produit il exploite 6 éoliennes. Donc c'est le premier parc participatif en Bretagne. Et ça Voilà. permet d'alimenter, je crois que c'est 10 000 foyers au total. Hein. L'équivalent de la consommation de 3500 habitants. 3500 habitants. C'est quand même pas rien. Il connaît quand même un petit peu. Et alors, Catherine Spinex, c'est une entreprise citoyenne qui se développe. Alors, qu'est-ce que ça signifie, une entreprise citoyenne pour de la production d'électricité? C'est-à-dire que ce sont les citoyens eux-mêmes qui s'impliquent. Parce qu'il faut savoir donc en 2008, la municipalité avait donc demandé à EDF d'installer des panneaux photovoltaïques. Ils se sont confrontés à un refus d'EDF. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que la mairie, à l'époque, a initié un projet citoyen. Et peu après, le maire a suivi EDF. Mais nous avons décidé de continuer. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là. Voilà. Vous êtes nombreux? Nous sommes 66 actionnaires, dont 40 habitants permanents ou secondaires de ça. Alors, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Des autorisations? Voilà, exactement. Le problème n'est pas technique, parce que voilà, donc avec un mix énergétique, des économies d'énergie, on sait que techniquement, c'est réalisable. Le problème est réglementaire. Voilà. Vous avez quand même des exemples d'autres entreprises citoyennes ailleurs qui fonctionnent et qui ont des résultats. C'est différent parce que là... Notre problème avec EDF, c'est qu'on est une île non connectée. Donc on n'a pas de câble. Et donc nous, pour réussir notre projet, il faut qu'on ait notre réseau, qu'on puisse avoir le réseau. Et là, EDF fait tout pour qu'on ne l'ait pas. Pour la bonne raison, c'est que si nous, on réussissait notre projet, ils auraient peur que les Dom-Tom et la Corse fassent la même chose. Et c'est pour ça qu'ils font tout pour nous démolir. Cela dit, vous continuez, parce que vous avez bon espoir. Oui. Qu'est-ce qui vous donne espoir? Nous avons beaucoup de soutien quand même des associations nationales, France Nature Environnement, Greenpeace notamment, et puis d'autres encore, enfin pas mal de politiques aussi qui nous soutiennent. Est-ce qu'on peut envisager un changement de réglementation dans les années qui viennent? C'est ce qu'on espère, oui, même assez rapidement. Alors donc là, nous avons eu un projet d'entreprise citoyenne. Fred Calves, je reviens à vous, je vais demander à ce que l'on vous passe à des micros, parce que des projets citoyens, il en existe sur Terre, où là, on est déjà raccordé au réseau, et il y a des exemples en Bretagne. Oui, pour répondre à la question là, de l'accès au réseau, en fait, pour Île-de-Saint Énergie, donc il y a le producteur d'une part, il y a le réseau d'autre part, il y a le consommateur après, en fait. Et le problème, il se situe sur le réseau. Donc le producteur ne peut pas vendre au consommateur directement vu qu'il doit passer par le réseau. Donc là, c'est un problème de législation. Et c'est en cours de discussion justement parce que même sur plein d'autres secteurs, c'est le même problème. On peut avoir une usine qui produit l'électricité, mais si elle ne peut pas vendre à son voisin, elle doit vendre au réseau, qui n'est pas forcément plus avantageux pour l'usine. Donc ça évolue dans le bon sens, je pense, de ce côté-là. Donc ça peut bien se terminer, ça serait une bonne chose. Donc la question était d'autres... Il y a des expériences citoyennes. Oui, il y a des initiatives citoyennes participatives pour la production d'énergie renouvelable, oui, tout à fait. Il y a de nombreux acteurs maintenant en fait sur le sujet, dont un qui est nationalement, c'est Énergie Partagée, où là il suffit d'adhérer au capital pour que
une initiative locale puisse financer avec des grands groupes industriels une éolienne, mais sous les conditions de l'initiative locale, justement. Donc c'est eux qui fixent ce qu'ils veulent comme énergie, et puis peut-être aussi où ça va être vendu, genre sur des réseaux comme Enercop ou autres. Au-delà de ça, pour les initiatives de territoire, et là on rebondit sur un des premiers intervenants, c'est les territoires à énergie positive. Donc là, en Bretagne, on a le chef de file en fait de France là-dessus, c'est la communauté de communes du Menet, où l'objectif est d'être 100% renouvelable d'ici 2025, il me semble. Et donc là, ils ont démarré, eux, il y a un paquet d'années, je pense que ça doit faire quasiment 20 ans maintenant. Et ils ont réussi avec les produits locaux donc de l'agriculture à faire une usine de méthanisation. Et ils ont développé aussi pas mal de solaire photovoltaïque, des bâtiments basse conso et une usine de production d'huile végétale pour alimenter les tracteurs, quoi. Donc les territoires énergie positive 100% renouvelable, ça existe vraiment. Et porté par les citoyens. Et donc l'initiative vient bien des territoires. Et l'avenir viendra des territoires. Je suis beaucoup de discours vont dans ce sens-là depuis pas mal d'années et ça se confirme. Par exemple, au niveau européen, il y a des très grandes villes qui ont des moyens financiers et tout autre, mais qui auront pour objectif, genre c'est Copenhague, d'être d'ici 2025 aussi, ou 2030, à 100% renouvelable. Ils ne produisent pas tout chez eux, mais ils investissent dans des centrales de production 100% renouvelables ailleurs, quoi. Et au final, leur bilan carbone est, au niveau de l'énergie, en tout cas, est zéro. Ça progresse finalement assez vite. François Spinet ? Oui, il y a 3 îles européennes qui ont réussi leur transition énergétique à 100% renouvelable. Il y a Samsø, il y a Egg et il y a El Hierro. Et chose curieuse, l'année dernière, le gouvernement français a primé El Hierro, a été leur remettre un prix à El Hierro parce qu'ils avaient réussi leur transition énergétique à 100%. Alors, c'est quand même paradoxal. La France va donner des prix dans les autres pays et en France, on nous empêche de le faire. Merci, oui. C'est Et vous dites qu'on en veut à EDF, mais on a quand même des bonnes raisons de leur en vouloir, parce que, voilà, je vous explique pourquoi. Parce qu'on a créé la société comme en juillet 2013. Il faut quand même savoir qu'en septembre 2013, EDF est arrivé, ils sont arrivés à 5 grands cadres d'EDF, de Rennes, de Paris, pour présenter leur projet de transition énergétique. Voilà. Bon. tout de suite après. Oui. Alors, l'initiative citoyenne a du bon. Il n'en était pas encore à 100%, hein, c'était un démarrage de transition, mais il voulait vraiment prendre les choses en main et puis clairement éliminer IDSE. Et là, actuellement, ils ont fait un partenariat donc, avec l'Association des îles du Ponant, la région, et ça y est, ils en sont à 100% d'énergie renouvelable sur les 3 îles, Ouessant, Molène et L'Île-de-Saint, pour 2030. Ah, vous êtes un peu provocateur. Voilà. Finalement, s'ils y arrivent, vous aurez rempli votre mission d'une certaine manière. Non, pas du tout, parce que voilà, nous, c'est un projet citoyen qu'on veut, et puis c'est une vraie un projet commercial. C'est une vraie transition, avec tous les aspects de la transition énergétique, et qui partent vraiment de la base, et avec la participation active des citoyens. Merci. EDF ne crée aucun emploi. Il ne crée aucun emploi. Et comment j'allais dire, et pour vous dire encore pourquoi j'en veux à EDF, quand les 5 cadres sont venus à l'Île-de-Saint nous raconter vraiment des choses, des histoires, nous prendre vraiment pour des ploucs, ils sont allés rendre leur copie à la Défense en haut, tout en haut, et on nous l'a rapporté. Ils ont dit ceci: vous n'entendrez plus parler des petits paysans de l'Île-de-Saint, on les a muselés. Alors voilà comment on est considérés, nous les petits citoyens, très au loin là. C'est pour ça que j'en veux à l'EDF. Et c'est pour ça que vous irez jusqu'au bout de votre projet, visiblement. Ah, certainement. Merci.
va essayer. Si vous avez des questions à poser, des commentaires, le micro est à votre disposition. N'hésitez pas à lever la main pour le demander. Oui, nous avons une demande. Nous vous écoutons. Oui, j'avais des questions tout à l'heure, mais ça reprend, je trouve que là, bravo pour cette initiative, parce que ça montre que ça viendra des territoires, des citoyens, et qu'on parlera peut-être moins de commerce et de développement, parce que à mon humble avis, j'ai entendu beaucoup parler de commerce et peu de climat ce soir. Et je pense que c'est d'abord le climat et le commerce. Moi j'avais une question pour le monsieur d'avant, c'est-à-dire qu'on a parlé de la COP 21 et de la taxe carbone, et on a monétarisé en fait le climat avec la taxe carbone. Et c'est pour ça aussi que les Américains, ils ont bien joué le jeu, puisqu'on est en train de créer une bulle financière là, avec la taxe carbone. Donc voilà, c'était un commentaire plutôt global. Merci de ce commentaire. D'autres interventions, commentaires? Oui. De nouveau madame ici. Alors monsieur d'abord, ensuite ce sera vous. Bonsoir, Christophe Vinclair, donc je représente, on a parlé un peu de politique, et je représente donc une liste aux élections régionales qui est la liste écologiste Une autre voie pour la Bretagne, menée par René Jouet. Alors je suis en effet tout à fait dans le rebondir sur ce que vient de dire monsieur. En effet, pourquoi on parle d'économie d'énergie? Là je crois que dans la dernière table ronde, on a dit beaucoup de choses très intéressantes. Pourquoi on parle d'économie d'énergie? Pourquoi on parle d'énergie renouvelable? C'est tout simplement parce qu'on a le réchauffement climatique. Et je crois qu'il y a une chose qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, on n'entend plus beaucoup parler des climato-sceptiques. Il y a 5 ans, il y a 10 ans, on avait assez souvent Claude Allègre qui venait nous dire que c'était pas vrai. Mais maintenant, c'est fini. Donc nos chefs d'État, tous les chefs d'État sont autour de la table pour justement essayer de trouver des solutions. Alors, est-ce qu'ils iront assez loin? Probablement pas, il y aura d'autres étapes à franchir, mais au moins c'est une chose qui est acquise, il faut lutter contre le réchauffement climatique. Donc je ne vais pas vous faire, il est très tard, je ne vais pas vous faire notre programme, mais il est axé bien entendu sur des économies d'énergie, c'est le premier pilier, et deuxièmement dans le domaine du bâtiment, dans le domaine des transports, et deuxièmement sur le développement des économies, des énergies renouvelables, qui sont aussi un énorme gisement d'emplois et de formation pour la région. Alors, je voudrais aussi rebondir un petit peu sur ce qui a été dit sur le train tout à l'heure, parce qu'on a eu un débat très intéressant, et je voudrais mettre deux choses en perspective. On a parlé de la ligne Quimper-Brest. Alors, savez-vous que pour traverser le département, aujourd'hui, c'est-à-dire aller de Quimperlé à Brest, ou inversement, eh bien, il faut 3h30 en train avec le TER. Et pour arriver à améliorer ce temps-là, il faudrait mettre quoi? Il faut mettre en gros 100 millions sur la table. Et on met ça en perspective avec l'autre projet qui est mettre Brest et Quimper à 3 heures de Paris. Eh bien, il faut mettre 3 milliards. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, on pense qu'il vaut mieux développer le transport interrégional. Voilà. Merci. Alors, il y avait d'autres demandes d'intervention ici au premier rang. Alors, Claude Allègre a un petit peu changé d'avis. Il pense qu'il y a des climato-sceptiques, ils existent toujours, mais je crois que ce sont les médias qui ont un peu revu les choses à ce niveau-là. Alors, madame, vous souhaitiez intervenir? Moi, je n'avais pas une contribution à apporter, mais je voulais poser une question parce que ça me semblait très intéressant, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Monsieur, je sais pas, le nombre d'émergences. Sur l'avenir du photovoltaïque, vous dites qu'on pourrait autoconsommer, fabriquer son énergie et l'utiliser chez soi dans l'avenir? Oui, en fait, une des limites aujourd'hui de la production photovoltaïque, c'est qu'on produit à un instant T et il faut consommer en même temps, je sais pas, sauf mettre des batteries, mais ça c'est pas très écologique non plus. Donc ce qu'il y a, c'est que on peut maintenant avec les systèmes de gestion de flux énergétiques et puis les appareils qu'on y associe, faire en sorte d'optimiser la production photovoltaïque et autoconsommer le maximum de production. Si on veut, on peut également mettre des batteries. Bon, là, je ne suis pas fan, mais c'est une piste envisageable. Et le reste peut aller sur le réseau. Mais au final, l'idée c'est ça, l'autoconsommation est tout à fait possible. Dans la mesure de la technologie des batteries. Y a-t-il une dernière intervention dans la salle? Oui. Alors, le micro va vous arriver dans quelques instants.
C'est à vous. Oui, bonsoir. Je voulais juste revenir sur la thématique du transport, parce que tout à l'heure j'avais une question et j'ai pas eu le temps de la poser. Je voudrais profiter de la présence d'un élu de Kipavois pour poser une question sur le PEM que vous avez parlé tout à l'heure. C'est quoi les plateformes d'échange multimodal? Oui. C'était ça. Et moi je me posais la question sur Kipavois, pourquoi il n'y a pas de jonction entre le bus et le tram? Je prends régulièrement le tram et c'est vrai que le bus ne dessert pas jusqu'au tram. Et c'est vrai que c'est une question qui m'a toujours interrogée. Ah, Christian Guillanvert, je ne sais pas si vous pouvez intervenir en tant que Bibus. C'est quand même Bibus qui gère le réseau. Donc, alors, le micro vous arrive tout de même. Hein, c'est la dure bonne d'élu. Hein, vous devez répondre à tout. Mais j'invite madame, si elle est pavasienne, à demander un rendez-vous à l'adjoint qui est en charge du sujet, qui est Bernard Kerléguer, qui est... Non, c'est pas une façon de guider, c'est simplement que c'est l'adjoint en charge du sujet, qui a donc effectivement à dialoguer chaque année avec Brest Métropole pour éventuellement apporter des modifications donc aux lignes empruntées par le réseau de bus sur la commune. Donc chaque année, le réseau est susceptible d'être modifié, il va l'être d'ailleurs cette année, par exemple pour le secteur du Bouvèze. Donc, mais évidemment, ça doit être, comment dirais-je, il doit y avoir des études préalables sur l'impact que les changements de réseau peuvent avoir sur la fréquentation des bus. Donc voilà, je peux que vous inviter à prendre rendez-vous en mairie ou au Douvèze, parce que je sais qu'il y a également une permanence au Douvèze puisqu'il y réside, avec l'adjoint donc en charge des questions de déplacement sur la commune, qui est Bernard Kerléguer. Merci. Alors, je demandais à Hubert Persson, qui s'occupe du micro, de le prendre justement et de venir parmi nous, ici sur scène, pour nous dire quelques mots d'une association. Alors, vous avez des documents qui sont à votre disposition, une association qui s'appelle elornalternative.bzh. Hubert Persson, de quoi s'agit-il? Alors, bonsoir. D'abord, je voudrais vous remercier, à vous toutes et vous tous, les citoyens aussi, présents à l'Alsace. Alors, Elorn Alternative, en fait, c'est un projet. Et ce soir, en fait, je vous invite, vous toutes et vous tous, à me rejoindre, à créer cette nouvelle association. Alors, c'est un projet qui existe parce que, voilà, depuis 2 ans, on veut rebondir. Rebondir, vous allez dire, après quoi? Ben, après 5 ans, enfin aujourd'hui, 5 ans de non à la centrale, donc de Kipavois doit dire non à la centrale. Parce qu'en octobre 2010, on a commencé une lutte, qui continue toujours d'ailleurs. 3 ans de non, quand on regarde derrière, on se dit, bon, c'est comme l'électricité, hein, négatif, le positif, ça tire. Donc à un moment donné, une révolution, on enlève le R, on passe dans l'évolution. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut sauter le pas. C'est maintenant qu'il faut y aller. Les alternatives, elles existent depuis très longtemps. Suite au Grenelle de l'environnement, moi j'ai eu l'occasion de voir sur plusieurs jours. Les solutions existent. Tout à l'heure on a parlé de brevets, mais il y en a une multitude. J'ai passé aussi des années à étudier toutes les autres possibilités, et vous les connaissez toutes et tous. Les alternatives, il faut les mettre en place. Il faut les mettre en place. Elles génèrent de l'emploi, il y a un investissement au départ, mais on va tous se retrouver à moyen ou long terme. Ça c'est évident. Maintenant, les dogmes, on en a parlé tout à l'heure, ça c'est pénible, c'est très dur. On le voit dans la lutte aussi. On le voit aussi parce que c'est financier, c'est malheureux, et je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Alors, tout ceci, donc, pour créer quelque chose de positif, les normes alternatives.